Merci beaucoup. Je vais intervenir en français puisqu'il y a la traduction, même si j'ai plaisir à partager la belle langue espagnole avec mes collègues précédents. Et j'ai été assez longtemps professeur au Mexique, suffisamment longtemps en tout cas pour avoir plaisir de le parler régulièrement. Je voudrais, et je regrette de ne pas avoir pu le faire ce matin, à la fois vous dire où nous en sommes, comment on approche ces négociations de l'accord de Paris, quelles sont les questions difficiles, et à partir de cette grille de l'analyse sur les questions difficiles, m'interroger et nous interroger avec vous sur quelles sont les positions et le rôle de la région dans ces négociations. Et il est particulièrement important, je dirais plus important que jamais. Donc j'essaierai d'expliquer pourquoi. Et ensuite, évidemment, de montrer pourquoi, évidemment, il y a à la fois la recherche d'une position commune, ce qui est le cas à la veille de ce sommet, c'est là que Europe, et qu'en même temps les difficultés d'arriver à cette position commune. Et j'insisterai pas mal sur ce lien qui n'est pas forcément construit en réalité, mais ces rapprochements entre l'Europe et la région dans la préparation de l'accord de Paris. Donc nous sommes à moins de 200 jours de la fin de cette conférence. Enfin, je ne sais jamais très bien si c'est par rapport au début ou à la fin. Avec un objectif qui est quand même très ambitieux, qui est non pas d'avoir un accord, enfin des décisions, mais quelque chose de plus important sur le plan juridique, qui est un accord, quelle qu'en soit la forme finale, juridiquement contraignant. C'est-à-dire on est quand même en train d'écrire un traité, même si c'est une partie de traité, et que cela se met sous le parapluie, si je puis dire, de la Convention négociée en 92 et finalisée, signée à Rio. Donc, c'est important de rappeler cela parce que c'est pour cela que d'ailleurs l'énergie mise par la présidence française avec la présidence du Pérou, j'y reviendrai dans une seconde, et c'est de ne pas arriver à Paris sans savoir où on va, parce qu'on ne peut pas écrire en 15 jours de négociation ou même en 10 jours de négociation un texte juridique international. Ce n'est pas réaliste. D'où le besoin, la nécessité, par rapport à un processus qui par lui-même est toujours lent, qui fonctionne comme un peu un jeu de cartes qu'on garde contre soi jusqu'à la dernière minute, qui est incompatible avec la rédaction d'un traité. Donc il y a cette tension entre un processus qui a l'habitude de jouer la montre, un peu comme les conseils européens, mais il ne s'agit pas d'un texte ou d'un communiqué du G7 ou d'un communiqué du Conseil européen. C'est pas ça, c'est beaucoup plus long, c'est plus précis. Il y a des dispositions, donc c'est pas juste compatible. Mais en même temps, tout le processus pense que c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Donc il y a une grande tension sur la gestion du temps. En même temps, ce temps, il est très long puisque ça fait depuis 2007 qu'on cherche un substitut au protocole de Kyoto, signé en 1997, entré en vigueur en 2005, et qui en même temps, par sa construction même, ne permettait pas de traiter sérieusement le sujet de la lutte contre le changement climatique, en partie parce qu'il y avait seulement un très petit nombre de pays qui finalement ont accepté des obligations. Donc ce substitut, on le cherche depuis 2007, on échoue en 2009, on remet quand même les choses en marche à Cancun en 2010, et ensuite réémerge l'idée, la nécessité impérieuse de quand même d'y arriver, c'est-à-dire de refaire un accord juridiquement contraignant, et c'est donc Paris en décembre prochain. Donc une fois qu'on se dit ça, et peut-être pour vous signaler ça, la recherche de cette idée qu'il faut un substitut au protocole de Kyoto, donc un texte juridiquement contraignant, un accord qui mette tout le monde, qui soit universel, l'Europe et la région Amérique latine ont un rôle important dans cette expression de la nécessité et de la conduite du processus pour y arriver. C'est en effet, plus encore qu'à Cancun, à Durban, qu'un compromis ou un groupe de pays qui se sont présentés comme progressistes au sein d'un dialogue
lié aussi à un dialogue qui s'est appelé le dialogue de Carthagène, que l'idée qu'il y avait un bloc, bon, conjoncturel bien sûr, entre l'Europe et la région latino-américaine, qui s'est finalement après transformée en ILAC pour certains, ALBA pour d'autres, enfin après la région s'est organisée par groupe de négociation, mais c'est avec un rapprochement avec l'Europe que, donc à Durban, on a lancé l'idée qu'il fallait un mandat avec une date, donc 4 ans après, 5 ans après, pour, enfin 4 ans après plus exactement, puisque Durban c'est 2011, ce mandat se transforme en, voilà, on va négocier un accord juridiquement contraignant. Alors je reviens là-dessus parce que cette ambition politique, juridique aussi, je dirais presque intellectuelle, vient d'une relation particulière de la région latino-américaine avec les Européens, avec des pays qui jouent des rôles différents, hein, le rôle de Cuba, du Venezuela, de la Bolivie ou du Brésil ne sont pas les mêmes par rapport à la Colombie, au Chili ou d'autres. Mais tout de même, on peut reconnaître qu'il y a cette pression qui a donc constitué la raison d'être, hein, de cette conférence de Paris. Donc la région, déjà en 2011, se constitue comme un pôle progressiste par rapport notamment au groupe qui s'est constitué un peu en défensive, et le Brésil est un peu, c'est assez intéressant d'ailleurs la position du coup du Brésil qui est un peu des deux côtés. Un groupe qui veut s'affirmer comme un groupe de puissance, le groupe des basiques, où on retrouve la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil, et qui va être plutôt l'idée de défendre ces nouvelles puissances économiques qui veulent à la fois continuer leur profil de croissance économique, avoir le moins de compromis possible et le moins de contraintes possibles, et en même temps s'affirmer comme des puissances politiques internationales. Et là, la région a joué un rôle intéressant, à la fois parce que le Brésil en fait partie de ce groupe basique, qu'il y a des pays qui sont même comme les pays du groupe ALBA, regroupant les républiques bolivariennes ou d'inspiration bolivarienne, étant plus à la fois critique sur la responsabilité des pays développés, mais en même temps voulant un accord ambitieux, que tout ça fait une région qui finalement va, avec les Européens, aboutir à quelque chose qui avait été formellement abandonné à Copenhague et à Cancun, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'accord juridiquement contraignant. Donc ça revient sur la table largement à cause de la région. Alors je voudrais passer en revue les grands points difficiles de cette négociation aujourd'hui qui sont sur la table, puisque qu'est-ce qu'on cherche avec cet accord ? Et je reviendrai peut-être enfin sur la manière dont la présidence française voit le résultat de Paris, qui va au-delà de l'accord lui-même. Ces questions, elles sont liées d'abord à l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on veut un accord ? On veut un accord pour mettre l'économie mondiale sur des rails cohérents avec cet objectif de 2 degrés, de limitation des températures entre 1,5 degré ou 2 degrés, ce qui veut dire pas forcément grand-chose. Ça signale la manière dont on voit le danger du changement climatique, un réchauffement trop grand. Donc le seuil, c'est celui-là, celui 1,5 degré et sur lequel poussent beaucoup de pays latino-américains d'ailleurs, ou moins de 2 degrés, mais qu'on ne traduit pas en équation de répartition des droits d'émission du carbone ou des gaz à effet de serre entre pays, ce qu'on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable aujourd'hui de trouver une formule qui à la fois soit juste, équitable, et qui soit en même temps nous permette de rentrer dans ce budget carbone. Donc on tourne l'obstacle en ayant un objectif plus indicatif, plus confus. Mais c'est la première des grandes questions. Quel est l'objectif de long terme que cet accord va réincorporer ? Est-ce qu'on va aller plus loin que l'idée d'avoir un objectif de température avec toute son ambiguïté ? Ou est-ce qu'on va être quand même plus précis et dire, bon, en gros, ça correspond à X% de réduction d'émissions à l'échelle mondiale et éventuellement une répartition de ce X%. Donc on a là, sur cet objectif de long terme, un enjeu politique important, pour l'instant avec peu de chances de l'améliorer beaucoup par rapport à ce qu'on a déjà dans les textes précédents, mais où progressivement se fait l'idée qu'il va tout de même falloir commencer à regarder sérieusement quelles sont les trajectoires nationales de développement cohérentes avec cet objectif de 2 degrés. D'où l'idée de mettre le plus possible de qualificatifs à cet objectif de long terme. On parle d'émissions nettes, d'émissions nulles
net, c'est-à-dire moins la capacité d'absorption de l'atmosphère, évidemment avec ce plafond qu'on se donne de concentration implicite à la fin du siècle. On parle de neutralité carbone en équivalent, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'autres gaz à effet de serre. Donc il y a un gros enjeu, et aussi l'idée que quand même toutes les économies devraient se demander à quoi elles devraient ressembler du point de vue de leur activité économique, de leur mode de vie, en 2050, si elles voulaient être sur cette trajectoire, qui permet de limiter les températures, encore une fois, pour l'ensemble du siècle, enfin, d'ici 2100. Donc, grosse difficulté sur ce sujet. Une deuxième difficulté, c'est que le système qu'on hérite de Copenhague et Cancun, ça n'est donc pas un système de répartition par le haut d'un partage de budget carbone, enfin de droits d'émission, mais c'est un système fondé sur les contributions, les engagements volontaires des pays qui disent ce qu'ils veulent bien faire à horizon 2025 ou 2050. C'est ce qu'on appelle les contributions, dans le jargon, les independently nationally determined contributions, les contributions nationales déterminées de façon indépendante, donc, et en plus intended, c'est-à-dire qu'elles sont provisoires. Et ces engagements volontaires pays par pays, c'est évidemment le cœur de la mise en œuvre de cet accord. Donc le deuxième point difficile, ça a été qu'est-ce qu'on met dans ces contributions. Grand débat à Lima, est-ce qu'on inscrit les actions qu'on veut faire pour la réduction des émissions? Bon, ça paraît évidemment principal, mais aussi, et ça, c'est les pays latino-américains qui, en plus, sur un terrain favorable à Lima, l'ont gagné, il faut aussi qu'il y ait les mesures de l'adaptation au changement climatique qui y figurent. Et une fois qu'on a ces contributions, comme on sait que ça ne nous met pas sur la bonne trajectoire de 2 degrés, encore une fois parce qu'on est parti par le bas et pas par le haut, donc on est parti non pas d'une règle arithmétique de distribution, mais on est parti des intentions des pays se disant ben voilà ce que je peux faire, avec financement international ou sans financement international. Donc il n'y a aucune chance a priori qu'on tombe juste, qu'on tombe sur le niveau, le point de passage en 2025, en 2030 ou en 2035. Donc on a forcément un écart entre ce qu'il faudrait faire et ce que les pays sont prêts à faire, en tout cas à ce stade. Donc il y a toute la discussion de comment est-ce qu'on va revenir ou arriver à cette trajectoire qu'on poursuit, puisque on va réaffirmer cet objectif de long terme et qu'il fait du sens. Enfin, ce n'est pas juste un objectif politique, c'est que déjà, les impacts du changement climatique, si on en croit les rapports du groupement intergouvernemental d'études sur le climat, sont déjà sévères à 2 degrés et ils s'accentuent rapidement plus les températures se réchauffent. Donc ça fait, c'est pas arbitraire, c'est à la fois un choix, c'est pas la science qui nous a dit c'est 2 degrés et pas plus, mais c'est une estimation du risque. Au-delà de, c'est donc vraiment un choix en matière de risque. Donc, le deuxième sujet politique difficile, une fois qu'on a ces contributions sur la table, c'est savoir comment est-ce qu'elles vont revenir, comment on va les améliorer, comment on va aller plus loin, comment on va être plus ambitieux, sachant que le départ, la première marche à franchir, parce que ça concerne tous les pays du monde, parce que tous les pays du monde sont censés en proposer une, c'est difficile. Il y a des pays qui sont très bien préparés, plus seulement les pays développés. Il faut reconnaître que la plupart des pays émergents ont la capacité aujourd'hui de visualiser un peu ce qu'ils veulent faire. Et en même temps, j'en discutais récemment avec Alicia Bárcena, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Amérique latine. Quand même, pour les gouvernements, c'est un sacré choc de se dire, bon, si je suis sérieux, si je mets vraiment en place une politique de réduction d'émissions, ça touche tous les secteurs, qu'est-ce qu'on va faire? Même avec un horizon un peu lointain, elle me disait dans l'exercice que la CEPAL fait évidemment avec tous les gouvernements, il y a une espèce de... C'est une chose de dire on lutte contre le changement climatique, on veut un accord ambitieux, et autre chose quand on dit, bon, pratiquement, chez moi, ça se traduit comme ça. Et là, on va avoir encore beaucoup de maturation, me semble-t-il, non seulement avant Paris, mais aussi entre Paris et la mise en œuvre de l'accord, c'est-à-dire l'entrée en vigueur de l'accord en 2020. Donc, cycle de ces contributions, revue, est-ce qu'on accepte, il faut accepter, on appelle ça plutôt le mécanisme de vérification. Tout le système tient que là-dessus, sur la transparence. Il n'y a pas de sanctions qu'on va pouvoir mettre dans le système. Personne ne va mettre un pistolet sur la tempe aux pays ou aux gens qui auront trop émis. Il n'y aura pas d'invasion à cause du climat, sûrement pas. Donc ça veut dire que tout le système tient sur une base d'engagement
de transparence et de vérification par les pairs, avec un degré d'ingérence évidemment qui est difficile à évaluer, qui est conflictuel forcément, et l'idée qu'on a un risque réputationnel, voire éventuellement des sanctions commerciales potentielles, si vraiment on ne fait pas ce qu'on a dit. Mais donc le système est centré autour des contributions des pays et de leur vérification, et ensuite, parce qu'elles sont insuffisantes, sur leur augmentation dans le temps, sur la sévérisation de l'effort dans le temps. Alors, il y a d'autres sujets qui sont compliqués aussi, peut-être moins conflictuels, mais quand même en partie, c'est le sujet de l'adaptation, justement porté particulièrement. Alors, sur ces deux premiers thèmes, on a des pays latino-américains qui, la plupart du temps, sont plus ambitieux que la moyenne des pays qui négocient, qui veulent une traduction de l'objectif de long terme plus concrète, qui sont favorables, pour une bonne partie d'entre eux, à envisager des stratégies nationales qu'on dit de décarbonation, c'est-à-dire de développement plus sobre en carbone, ou son équivalent, qui sont pour des systèmes de vérification et de transparence solides. Donc on a une région qui globalement, avec encore une fois des différences et quand même pour certains voulant marquer beaucoup la différence d'obligation entre pays développés et pays en développement, d'autres disant, et c'est le groupe plutôt Colombie, Chili et autres, AILAC, Pérou, qui dit il faut quand même les mêmes règles pour tout le monde, même s'il y a des natures d'obligations différentes ensuite. Mais donc, il y a une région qui porte quand même, et c'est logique, puisque c'est la région qui a porté l'idée qu'on avait besoin d'un accord juridiquement contraignant. Et sur la guide d'adaptation, que la région a beaucoup porté, c'est beaucoup des questions sur qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que jusque-là, le sujet a été perçu comme juste un sujet de demande de financement, une espèce de compensation pour l'impact sur le changement climatique qui est en général plutôt, ce n'est pas toujours le cas, mais quand même supporté davantage par les pays qui ont été le moins à l'origine du problème. Au-delà de ça, l'équivalence, le besoin d'adaptation est un besoin de financement. Il y a maintenant un peu plus de réflexion sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Est-ce que d'ailleurs les pays sont en train de penser à leur politique d'adaptation? Est-ce que, évidemment, des conséquences financières, mais aussi des conséquences sur la technologie, sur les échanges d'expériences, et aussi sur, d'une certaine manière, la révision des impacts différenciés, distributifs, un peu, au fond, de ce changement climatique. Parce que, prenons l'exemple de l'Inde, il n'est pas latino-américain aujourd'hui, la vague de chaleur indienne, les 2000 et quelques morts, il y en a plus encore aujourd'hui, je crois, on est presque à 3000, c'est pas les gens qui avaient des climatisations. C'est pas des gens, et donc c'est les pauvres qui n'ont pas pu, au point de ne pas pouvoir même se réfugier dans des abris, qui ont été exposés aux grandes chaleurs, qui meurent. Donc, et puis qui n'ont pas recours. Donc, adaptation, c'est un vrai sujet politique important, même si on cherche à le trouver. Finance, le grand besoin de financement public et privé de toute cette transition considérable. Et enfin, la forme juridique de l'accord qui reste un problème. Est-ce que on a un traité qui est très qui met des obligations sur toutes ces dispositions ou qui, au fond, gère à la fois un système de règles, elles, obligatoires, avec des engagements des pays du point de vue national qui restent, eux, liés vraiment aux engagements volontaires et qui ne soient pas une obligation en tant que telle. Donc, voilà les grands sujets. J'ai commencé un peu à dire en quoi, finalement, il y avait plutôt une grande ambition de la région associée à l'Europe. Et donc, j'espère qu'on verra, d'ailleurs, ça se traduira dans les résultats du sommet. Et en même temps, beaucoup, je voudrais terminer par là, pour ne pas être trop longue, un contraste quand même assez grand dans les positions qui sont aussi liées aux situations extraordinairement différentes. Il y a tout de même un groupe de pays pétroliers dans la région, alors qui ont des visions d'ailleurs pas tout alignées, entre le Venezuela, l'Équateur par exemple, on n'a pas les mêmes sensibilités et la même vision. Il y a des petites îles qui sont menacées de disparition. Il y a des petites îles qui sont des producteurs de pétrole, comme Trinidad et Tobago. Et puis, il y a des grandes puissances agricoles comme le Brésil ou l'Argentine, où pour le Brésil, le grand sujet, ça a été à la fois de lutter contre la déforestation, mais de laisser personne se mêler de ce problème de déforestation pour des raisons de souveraineté nationale. Et un pays comme l'Argentine qui pense que, bon, c'est pas son problème, mais que... Enfin, ça a pu être, il y a eu des phases très différentes dans la position argentine, mais que tout de même, les émissions de l'agriculture, qui sont importantes, ne devraient pas être comptées, ne devraient pas être comptabilisées dans le système. Il y a aussi, du point de vue des impacts, c'est évident que c'est une région qui est extraordinairement affectée de façon diverse, mais et avec des modes de vie très différents,
l'idée de la nature mère, de Pachamama, de l'idée du buen vivir, qui est vraiment une vision de comment est-ce qu'on doit se développer, à quelque chose qui est quand même, quand on regarde le Mexique, si près du bon Dieu, si loin du bon Dieu, si près des Américains, pardon, ou même beaucoup de couches riches de la région, on est quand même dans un mode de vie extraordinairement consommateur. Donc, on sent tout ça, mais tout de même, une région qui pense, et c'est ça que je voudrais retenir, qui pense que la politique environnementale, sauf encore une fois quelques exceptions, est le lieu d'exercice du soft power de la région, du pouvoir d'influence, du pouvoir de conception, du pouvoir d'inspiration. On l'a vu au moment de Rio 2012, avec le rôle que la Colombie et le Guatemala ont joué pour promouvoir les objectifs de développement durable. Il y a, et ça monte en régime depuis longtemps, une région qui dit ce sujet de la transformation du modèle de développement, c'est un sujet d'avenir. On veut se positionner de façon originale sur ce sujet et exercer notre pouvoir d'influence là-dessus. Et ce n'est pas au fond étonnant parce que quand même, c'est la région qui a aussi accouché des grandes discussions sur les théories du développement. Je parlais de la CEPAL, ça a été quand même le grand lieu pour réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire développer une économie sous-développée dans un monde intégré. Et que je trouve intéressant qu'il y ait une revisitation par rapport aux grands théoriciens du développement qui ont été pour une grande partie latino-américains, qu'il y ait une revisitation de cette théorie du développement dans cette région. Et c'est pour ça que je pense, et que je plaide d'ailleurs, mais que je pense qu'il y a un rôle de leadership possible et très productif si l'Europe peut s'y associer. Elle n'est pas forcément modèle aujourd'hui dans la réflexion sur le modèle de développement, mais en s'appuyant sur cette idée que on peut exercer une influence, on peut réformer les rapports de force internationaux, on peut voir ces rapports de force internationaux autrement que sous l'angle du pouvoir ou de la richesse, en ayant une vision de là où on devrait aller. Et même avec toutes leurs différences, du buen vivir à simplement la vision chilienne plus réformiste de l'économie mondiale, on a quelque chose qui me semble doit être écouté, étudié et développé. Voilà un peu ma vision un peu des choses. En même temps, bien sûr, il y a des problèmes écologiques et économiques extraordinairement difficiles dans la région. On voit tous les jours, en priant pour que ça ne se traduise pas sur le plan politique, puisqu'on a quand même, on vient d'une décennie particulièrement heureuse quand même, sur la démocratisation, même plus que ça, de la région. Mais cet état de l'inégalité qui est extraordinairement préoccupant, tout de même une déforestation qui continue, beaucoup de problèmes d'environnement qui ne sont pas réglés, même si, encore une fois, la région est à l'origine de beaucoup d'innovations qui sont tout à fait importantes. Donc, mon propos est de ce point de vue plutôt optimiste sur, comme présidence française, et on a voulu s'associer au Pérou jusqu'à non pas faire le passage de relais habituel qui se passe normalement là, ces mois-ci, de ne pas faire comme ça, d'avoir un équipage français et péruvien jusqu'à la fin. On a d'ailleurs une intégration très forte de l'équipe péruvienne dans notre équipe aujourd'hui. On ne fait rien sans se consulter, sans essayer de voir comment on conduit ce processus ensemble, parce que leur sensibilité, leur vision est tout à fait importante. Donc c'est aussi un signal, si on en a éprouvé le besoin, tout simplement. C'est pas une idée théorique, c'est qu'on en avait besoin d'avoir le Pérou avec nous jusqu'au bout. Et du coup, d'avoir... on a partagé beaucoup cela. C'est que, je terminerai là-dessus, la vision de Paris, c'est certes cet accord, c'est une mécanique qui engage les gouvernements à penser autrement leur développement vers l'économie sobre en carbone, avec ces problématiques d'un accès au développement durable, c'est-à-dire que ce soit pensé dans un cadre de développement durable complet, donc il n'y a pas que le climat dans la vie, il y a aussi évidemment plein d'autres domaines qui doivent être traités, et qu'en même temps, on a besoin de manifester la vitalité de la société civile, des entreprises, enfin de tout ce qui est en train de faire ce changement sur le terrain, et qu'il y a 5 ans, lorsqu'on s'est quitté à Cancun, était à peine émergent, et qui maintenant commence à faire, je dirais, une minorité très active, susceptible de changer l'économie politique de cette discussion, à la fois au niveau mondial et dans les pays. Même s'il y a encore des lobbies charbonniers, pétroliers, ici ou là, et qui sont forts et importants, on voit poindre
les entreprises qui s'occupent d'énergie renouvelable, qui pensent qu'on peut faire autrement, des collectivités locales qui s'engagent. En Amérique latine, elles sont particulièrement actives. Et c'est cela que la France, aux côtés, avec le Pérou, vraiment en partageant cette vision, veut faire de Paris avec un résultat de l'Alliance de Paris pour le climat, où on est cet accord qui va nous donner les règles pour le long terme, c'est cet investissement volontaire des pays, les finances, puisqu'il faut réorienter les grands signaux du système financier, et d'avoir cette société civile au sens vraiment le plus large qui s'engage et qui met déjà en marche ce changement. Donc, il du coup peut soutenir des gouvernements qui sont quand même, évidemment, à l'échelle mondiale et tout de même pour beaucoup, encore redoutablement conservateurs et sur la défensive. Je vous remercie.